Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nina & Co. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, c'est très important. Aujourd'hui, je reçois Philippe. Bonjour Philippe, merci d'être là. On va parler de trois notions qui pour moi sont fondamentales et importantes et qui me touchent. L'adoption, le handicap et la résilience. Eh bien, écoute, moi, c'est Philippe Ribière. Je suis, on va dire, retraité d'un sport qui est l'escalade. La particularité, c'est de faire de l'escalade sans corde. Et je suis aussi photographe. Moi, je suis né en Martinique, à Fort-de-France, plus exactement, en mars 1977. J'ai été abandonné à la naissance. J'ai passé déjà les 4 premières années de ma vie dans les hôpitaux. Entre les hôpitaux, l'orphelinat et ce qu'on peut appeler une famille d'accueil. Mai 1981, j'ai su arriver en métropole après des heures de voyage. Je sais pas, est-ce que c'est possible qu'à 4 ans et demi, on est conscient qu'on nous dise qu'on allait avoir des parents. Ouais. Tu t'es toujours appelé Philippe? Ah, ce que je sache, ce que j'ai entendu, oui. Mais mon nom, mon premier prénom donné, alors je suis pas sûr de qui me l'a donné. Ça serait soit la DAS, soit ma mère biologique, le prénom de Judicaël. Jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, sûrement qu'on m'appelait Judicaël. Et quand je suis arrivé en métropole, mes parents adoptifs m'ont appelé Philippe Jean Sébastien. Et aujourd'hui, avec du recul, à 48 ans, Ouais. est-ce que tu penses que ça a été un choc pour toi que du jour au lendemain, on t'appelle plus, on te change de nom, ou tu n'y avais jamais pensé? C'est ce que je crois que tu me disais tout à l'heure. Non, j'ai jamais pensé jusqu'au jour où j'ai commencé un petit peu à rechercher mes origines, mes racines, de d'où je viens, en tout cas à qui ce visage appartient. Pendant mon parcours de l'escalade, j'ai créé une association, Handi-Grimpe, qui permettait de faire grimper les personnes handicapées et les personnes valides ensemble. Les personnes valides, je leur mettais des handicaps artificiels, les pieds attachés, mains attachées ou les yeux bandés. Et donc, pendant ces journées d'escalade, je me suis aperçu, premièrement, que j'ai pas de handicap. Quand je vois que certains sont en fauteuil roulant, des gens qui sont malvoyants, ou des gens qui n'entendent pas, ouais, ça va, je fais de l'escalade, je cours, je pense que j'arrive à comprendre les phrases. C'est quoi, toi, ton handicap? Alors, mon handicap, il faut savoir que quand que je suis né, ils m'ont diagnostiqué le syndrome Rubinstein-Teby. Donc, en théorie, c'est une maladie que j'ai. Et c'est quoi, en fait? Et en fait, c'est un accident de vie. Ma mère aurait pris des médicaments contre le stress. Elle était stressée, la petite demoiselle. Et quand je connais l'historique de ce qui s'est passé en Martinique pour elle, ouais, je peux comprendre. Donc, il manquait du liquide amniotique dans le bide, le développement des avant-bras et d'autres choses ne sont pas passées normalement. Donc, c'est un accident de vie. Et quand le médecin me dit, déjà, c'est pas ce syndrome, il m'a dit que tu vas pas refiler ton syndrome à ton enfant. Je ne suis pas sûr que j'aurais supporté que mon enfant soit handicapé pour tout ce que j'ai subi dans mon enfance. Entre les jets de pierre, se moquer à 1 mètre de ma face, d'avoir subi 3 tentatives de meurtre à mon égard parce que je suis handicapé. Moi, la réalité de mon handicap, et donc d'où, quand tes parents t'expliquent pas qu'ils t'aiment et qu'ils te disent que tu auras pas de copine et que tu vas mourir à 30 ans parce que elle avait regardé un reportage sur le nanisme et elle te fait comprendre qu'en fait tu vas mourir assez jeune, comment tu peux te développer déjà en tant que personne et après en tant que sportif? Quand on adopte des enfants, c'est pas une envie soudaine, j'ai envie d'un mon chéri, j'ai envie d'un iPhone, j'ai envie d'une application. On se dit pas, je vais avoir des gosses, ou en tout cas, je vais adopter un enfant. Au même titre que même quand on a une relation avec un homme ou une femme, on se dit pas, j'ai envie d'avoir un bébé parce que j'ai envie d'avoir un bébé sur le moment, quoi. Il y a le service après-vente. À mon âge, de 4 ans jusqu'à l'adolescence, c'est quand même, moi, je suis arrivé dans une famille où je me suis dit, c'est quoi, c'est un centre aéré ici? Et si tes parents adoptifs n'ont pas ce minimum de langage corporel qui te fait dire que, waouh, en fait, t'es leur gosse, ça, comment tu peux te construire? Comment se développer dans le futur? Comment avoir confiance en soi? Comment avoir confiance aux autres?
comment, à 8 ans, ta mère elle te dit que tu n'auras jamais de copine et que tu n'auras jamais d'enfant, et qu'un jour, tu as envie croyance limitante, d'approcher les demoiselles. Tu as déjà rentré ça dans la tête à 8 ans, donc Bah tu ouais. t'es construit en te disant comment je vais approcher une femme, puisque de toute façon, je n'aurai jamais de femme et pas d'enfant. Et à l'inverse, je suis intéressé par une demoiselle, donc à 15 ans, tu t'intéresses aux filles et tout, et tu te dis, est-ce que la fille, elle te veut pas parce que tu es handicapé? Alors ça, c'est la première excuse que tu as envie de te donner, qui est réelle ou imaginaire. En tout cas, moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours d'adolescent, que j'étais intéressé par ma copine de classe et que je lui ai fondu une lettre pour dire que je croyais que j'étais amoureux d'elle. Elle m'a dit les termes, avec toute la bienveillance, et qui m'a concilié avec les femmes. Elle m'a dit, je ne suis pas sûr de pouvoir assumer ton image avec moi. Elle m'a pas dit, c'est pas toi que j'aime pas. C'est moi, je suis pas sûr de pouvoir l'assumer. Et toi, tu l'as bien vécu? Bah ouais, parce qu'elle a dit les termes. Elle m'a pas dit, écoute Michel, regarde-toi et regarde-moi. Après, quand tu rentres à l'âge, on va dire 18, 20 ans, et que tu commences à sortir en boîte et que tu crois que tu es... Des fois, je me mens moi-même. Tu crois que tu es beau gosse et tout ça, et en fait, que la meuf te regarde et... Waouh, t'es dégueu, quoi. T'es laid comme un pou, quoi. Je dis, ah ouais, quand même. Donc, du coup, ce que m'avait dit ma mère quand j'étais petit, ah ouais, ça a un sens. Donc, tu es en perpétuel... Mais si ça te faisait si mal, c'est parce que tu l'avais entendu dès tout petit, de ta mère. Ou que peut-être, des fois, les vérités sont pas bonnes à dire ou à entendre. Qui dit que c'était une vérité? C'est toi qui le dis aujourd'hui. Alors comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est beau ou qui ne l'est pas beau? Ce qui est beau pour toi sera pas beau pour moi. Mais quand tu es adolescent et que tu es jeune prépubère ou jeune adulte, ces questions métaphysiques te passent derrière le dos. Il n'y a que quand tu commences un petit peu à t'affranchir dans ta vie, et ce qui va faire le lien avec le pourquoi j'ai fait de l'escalade. J'ai commencé à faire de l'escalade parce que j'allais dans des centres de vacances pour adolescents. Que l'escalade a été pour moi un moyen de comprendre que je pouvais déjà tenir une corde. Tu sais, la corde, c'est le cordon ombilical entre l'enfant et la mère, et entre les amis, hein, tu tiens à tes amis. Ça m'a aidé à... Ah, j'aime pas ce mot, il y a plein de mots que j'aime pas, mais je les utilise. De prouver à mes parents que j'étais capable de faire des choses bien, et que j'attendais consciemment, et pas du tout inconsciemment, qu'ils me disent « c'est bien ce que tu fais ». Je suis allé quand même jusqu'au championnat de France valide, donc c'est pas une compétition pour handicapés, avec les valides championnats de France. Le ministère des Affaires étrangères qui s'intéresse à ton parcours, tout ça, commence à se tenir un peu plus droit, parce qu'avant, je cachais mes bras dans la rue, j'avais honte de moi, j'étais pas confiant avec les filles, j'étais pas confiant avec les garçons, je croyais que tout le monde se moquait de moi, j'étais susceptible. Tous ces paramètres, l'escalade m'a permis, en tout cas dans le milieu, personne n'est venu me voir en me disant « Waouh, c'est bien ce que tu fais avec ton handicap ». C'était visuel, ça se voyait que j'avais un handicap, ils n'allaient pas me rajouter une couche. Je fais quand même une petite parenthèse. En escalade, on joue avec la mort, d'une certaine manière. On joue avec le danger. Donc, tout le monde est quand même conscient que on peut soit mourir, finir tétraplégique ou un simple petit accident. Et toi, pourquoi tu as choisi vraiment ce sport-là? Si depuis tout petit, de toute façon, on t'a conditionné à te dire que tu dépasserais pas 30 ans, tu t'es peut-être dit aussi, je vais faire un sport extrême. Au pire, je tombe ou je meurs. De toute façon, à 30 ans, je dépasserai pas 30 ans. Je sais pas si j'ai vraiment pensé comme ça, mais ouais, je pense qu'il doit y avoir un lien comme ça, quoi. Et donc, j'ai fait un tour d'Europe grâce aux ambassades françaises, au ministère des Affaires étrangères. Et au fur et à mesure, j'ai compris que le handicap, c'était quand même une bonne chose aussi, paradoxalement, quoi. Et donc, avant de savoir qui je suis retourné en Martinique pour me mettre des tartes tout seul, hein, des gifles tout seul, et de me rendre compte par A plus B s'il était possible de rencontrer mon père et ma mère biologiques. La pouponnière où j'étais recueilli pendant ces 4 années m'a contacté pour réaliser une conférence
devant tous ces bambins orphelins comme moi. Après cette conférence, je rencontre une dame qui est venue après l'instant, qui m'a donné un papier avec un numéro de téléphone, m'a dit je rencontre tous les dimanches une dame qui me demande tous les jours de tes nouvelles. Si tu peux appeler ce numéro, si tu t'en sens capable surtout. Je dis ok. Ce que j'ai fait le lendemain, et je rencontre ma tante, la sœur de mon père. Ah, Judicaël, Judicaël, tu es vivant, tu es vivant. Oh, le téléphone à 10 km de l'oreille. Et le lendemain, je vais la rencontrer. Je vois en photo le padre et la madre. Là, d'un coup, là, je suis calme, mais à l'intérieur, je suis chaud, je transpire, j'ai le cœur qui bat. Je rencontre ma grand-mère, donc paternelle, qui était la plus grande sage-femme de la Martinique. Malheureusement ou heureusement, on ne saura jamais l'histoire, j'ai loupé mon père de 1 mois. Donc je suis arrivé 3 petites semaines avant de le rencontrer. Il ne savait pas. Hein. Lui, il m'a cherché pendant 15 ans de sa vie. Conditionnel, il serait passé dans ma ville, du côté de Nîmes, le même jour où j'ai créé cet événement pour les personnes handicapées. Il n'y a pas de hasard? Il n'y a peut-être pas de hasard. Et donc là, du coup, au plus j'avançais dans la soirée, au plus je souriais à moi-même et surtout, je me regardais devant le miroir et dire « Waouh, ça, c'est mon père et ma mère ». Et je suis parti de la Martinique, donc de ce séjour en 2008. Yes, c'est cool là. Et pourquoi tu l'as pas rencontré, ta mère? Ton père, ok, j'ai compris, mais pourquoi ta mère biologique, pourquoi tu n'as pas pu la rencontrer? Parce qu'elle n'était pas en Martinique. Parce que mon père était martiniquais, ma mère, elle faisait ses études d'infirmière. Ils ont eu une relation adultère. Lui, il était directeur d'hôpital. Elle était infirmière. C'est une relation cachée. Donc après, elle est repartie de Martinique. Beaucoup chassée par la famille du père. Donc la mère, je la vois pas. Le père, il est décédé. Je suis allé sur sa tombe. Avec les... Alors, je ne saurais pas utiliser les termes, soit de remords, soit de regrets, j'en sais rien, je ne sais pas encore sur le moment. En tout cas, c'est pour la première fois de ma vie, je pleure. Je ne parle pas des pleurs de se fait cogner par les parents ou une chute à vélo. Quoi. Je pleure. Là, d'un coup, je comprends que j'ai 30 piges ou 30 piges. Je vais faire un tour d'Europe. Je viens de comprendre que je suis pas si handicapé que ça. Je viens de rencontrer des enfants orphelins. Et là, c'est génial, quoi. Et tu pleures quoi, de tristesse ou de joie? Ah non. Vraiment, sur le moment, j'en sais rien. Quoi. Alors, si je faisais une analyse sur le divan, je dirais que je suis triste, quoi. Je le rate de 3 semaines, quoi. Parce que je savais qu'il me cherchait pendant 15 ans. Quoi. Et donc, du coup, j'ai vu factuellement à quoi ressemblaient mon père et ma mère. Donc, ça y est, hop, j'ai identifié justement le prénom Judicaël de suite. Je me suis réapproprié le Judicaël. Pendant 2 ans, je me faisais appeler Judicaël parce que je voulais rejeter mon nom d'adoption parce que j'étais en colère contre mes parents adoptifs. Donc on en revient à notre discussion de tout à l'heure. C'est compliqué quand on t'a donné 2 prénoms parce qu'à un moment donné, tu sais qui tu es. Tu es la personne qui portait ce premier prénom ou tu es la personne que tu es devenue à 4 ans et demi. C'est compliqué à un moment donné, tu seras à un moment donné dans cette dualité et tu l'as été. Si mes parents adoptifs premièrement, ont adopté trop d'enfants. Donc on était 4 enfants adoptés. Donc 2 Africains, une sœur qui se faisait taper par sa mère, donc elle était handicapée du visage et tout ça. Et moi le dernier avec un porteur de handicap. Donc, à un moment donné, les termes de « je t'aime mon enfant »,« c'est très bien ce que tu fais à l'école mon enfant »,« tu fais du sport »,« tu sais courir ». Alors ça, c'est peut-être pas que l'adoption aussi. Il y a plein d'enfants qui vont te dire que dans leur enfance, on leur a pas dit « je t'aime », on leur a pas dit « t'es merveilleux, t'es beau, t'es
C'est pas que l'adoption, ça. Donc l'escalade, tu l'as fait vraiment, en fait, pour tes parents, pour tu cherchais un peu l'amour de tes parents. C'est pas l'escalade, mais en tout cas, le sport a été une manière de leur dire, hey, je suis là, quoi. J'ai passé mes études, hein, mon diplôme. Je voulais savoir, avant de travailler, de savoir qui je suis. Donc, j'ai aimé l'escalade. Ça en est devenu un leitmotiv pour comprendre ce que ça voulait dire être handicapé. Qu'est-ce que c'est la réalité d'être handicapé? Et que de l'autre côté, on te donne du matériel et un petit peu d'argent pour dire, oh, t'as vu, t'es handicapé, mais quand même, tu fais des choses. Et donc, après, j'ai fait mon tour d'Europe. J'ai fait les ambassades françaises, j'ai fait l'Institut, toutes les télés européennes qui voulaient m'interviewer. Je grandis. Là, j'ai rencontré ma compagne slovène à l'époque. Alors, ça, c'est pour mon ego. Très jolie femme, que beaucoup d'hommes auraient bien voulu, et elle a fini avec un handicapé. Je dis ça pour le sarcasme. Tu n'es pas qu'un handicapé. Je sais, je dis ça pour le sarcasme. Et en fait, elle me présente un réalisateur de film qui tombe amoureux de moi dès l'instant. Il me dit, je veux faire un documentaire à toi. Qu'on a réalisé de suite dans la foulée. Juste, j'ai même pas terminé mon tour d'Europe, que je dois revenir en Slovénie. On fait le teaser, la bande-annonce pour ce qu'on appelle un festival à Cannes qui s'appelle le MP-Doc. C'est ce qui réunit tous les documentaires du monde entier. Et donc, tu as un parterre de réalisateurs et tout ça. Et il y avait un concours de 6000 personnes pour arriver dans les 6 premiers. Et ceux qui arrivent dans ces 6 premiers se font financer leur documentaire. On finit 5e. Et la première télé qui vient acheter le documentaire, bah, j'aurais pas cru, c'est Al Jazeera. Mais à ce moment-là, quand même, tu commençais à être vraiment fier de toi. Ah ben, de tout ce que tu... De toi, de ce que tu étais ou de ce que tu faisais. Plus de ce que je faisais, quoi. Parce que, encore une fois, tu m'as posé la question tout à l'heure, le manque de confiance, il est toujours là. Même si j'ai une jolie nénette, même tout ce que je fais dans ma vie, on peut me dire que je suis un exemple, tatati, que les télés, je rencontre des stars et tout ça, et nanana. Mais pour moi, j'ai pas encore ma réponse, que j'ai toujours pas. C'est, est-ce que mes parents adoptifs sont fiers de moi? Mais ça, pourquoi tu ne la poses pas? Ah ben, je l'ai posé. Ils ne t'ont jamais répondu? Ils n'ont jamais répondu. Je suis allé les voir en personne, et c'est ce qui aussi a débloqué tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est que le jour où j'ai créé cet événement Handigrimpe, cette association Handigrimpe pour faire grimper les personnes handicapées, ils sont pas venus. Je les ai invités oralement, physiquement, par lettre, par téléphone. Et la seule réponse que j'ai eue 10 ans après via ma sœur, pour l'interview de ce fameux documentaire Wild One, qu'on peut voir sur Amazon, ils devaient s'occuper des animaux. Ils préféraient s'occuper des animaux que d'aller voir le fiston qui n'aura jamais son bac, qui est moins que rien, que l'escalade ne sera jamais un métier, qui n'aura jamais de copine. Et ben ce petit con, il fait des choses pour les autres. Ça t'a fait mal? Ah ben, mon ego, même là, t'en parler, ça me fait hérisser les poils, parce que... C'est peut-être pas que l'ego, c'est ton cœur tout court. Oui, voilà. Ah, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Madame, c'est vrai que c'est pas pareil. Et donc, du coup, cette médiatisation, je l'ai utilisée non seulement pour moi-même, surtout pour faire chier mes parents, pour leur dire, hey, oh, je suis là, sans réponse. Et c'est là aussi que j'ai su que mes parents adoptifs voulaient pas participer au documentaire parce qu'ils étaient jaloux de mon parcours, de tout ce que j'avais entrepris. C'est peut-être pour ça qu'ils venaient pas jamais à tes... Peut-être. Mais après ce documentaire de Wild One, qui fait un peu tous les pays, la question récurrente, elle est où cette dame, cette maman? Donc je me suis remis un 3e couteau dans les plaies. Le 21 juin 2012, je suis arrivé et j'ai rencontré ma mère. Où ça, tu es arrivé? Du côté de Nice. Elle était en France. Donc là, c'est encore mieux que le film, et en même temps, c'est un film d'horreur. Pourquoi? Bam. Parce que la suite, elle est moins rose que ce que tu peux imaginer. Mais heureusement, j'imaginais pas beaucoup, mais je me suis pris une petite claque. Donc tu me rejoins sur, tout à l'heure on l'a parlé en aparté, ce que Vincent Lagaffe dit, ce que beaucoup d'enfants adoptés disent,
qu'en fait, tu t'idéalises quelque chose, tu t'imagines quelque chose et tu espères surtout quelque chose parce que ton cœur d'enfant espérera toute ta vie rencontrer quelqu'un comme dans les films, la personne qui t'accueille les bras ouverts. Et en fait, c'est un deuxième abandon. Alors Parce que des non, fois, c'est violent. oui, alors non pour mon cas. Je m'imaginais plutôt à l'inverse. Un coup de pied au cul et dégage, je porte plainte contre toi. Je suis né sous X. Être né sous X, ça veut dire que tu n'as pas accès aux informations. Je les ai eues en cherchant, en faisant ma petite fouine, et elle aurait très bien pu se retourner contre moi et elle aurait pu porter plainte. Si les parents signent sous X, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être embêtés. Donc, moi, je suis arrivé digne d'un sketch, en tout cas digne d'un beau film sur le papier. J'y vais avec la boule au ventre à l'endroit et le médecin. Et je suis arrivé dans la salle d'attente. Je suis arrivé tout seul. Il n'y avait personne. Il y a 2 familles qui se mettent à côté de moi. Quand elle a ouvert la porte, elle n'a pas appelé les 2 autres familles. Hein. Monsieur, je me suis levé, je l'ai suivi. Hop, elle ferme la porte derrière. Clac. Et là, elle va à son bureau et elle me regarde, elle me dit « Vous êtes ?» Je dis « Je m'appelle Philippe » et là, j'avais quand même pris mes précautions. Je lui avais envoyé un courrier avec le pourquoi du comment j'aimerais bien la rencontrer. Spécifiquement, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin de faire un procès. J'étais pas là avant, pendant. Je peux être là après. Mais je viens pas dans l'intention de vous nuire. Et je lui ai envoyé des photos, des vidéos, nanana. Et là, elle est venue vers moi. Et moi, je faisais le bonhomme. C'est un peu trop bonhomme. Et elle m'a dit... C'était pour te protéger. elle m'a appelé par mon... Hein? C'était pour te protéger. Ouais, carrément. Ouais. Et là, elle m'a dit... je dis qu'elle. Et là, je suis devenu un enfant. Elle m'a pris dans ses bras. J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Et après, je suis rentré, on a eu une petite conversation, mais c'est très, c'est 3 mots comme ça, quoi. Et j'ai dû poser une question qui n'était pas la bonne, ou en tout cas une affirmation. Je savais qu'elle a une fille après moi. Et là, c'est silence radio. Elle a pas répondu. Elle a pas acquiescé. Après, on est parti. Elle a laissé les patients m'a raccompagné jusqu'à mon camion. Elle m'a dit, ah, j'aimerais bien qu'on se revoie, là, le mine, hein, que tu reviennes, tu m'appelles et tout. Et de ce jour-là, ça faisait un peu le silence radio, quoi. Alors, pendant 2 ans, et à un moment donné, avec ma compagne slovène, elle m'a dit, ah, c'est quand même les fêtes de Noël, ça serait cool et tout, que tu allais la voir et tout ça. J'ai dit, ouais, mais il faut que je la respecte. Si elle veut pas me voir, elle veut pas me voir. J'ai fait un peu le forcing et là, elle a lâché les mots elle m'a dit, je te rappelle que tu es né sous X. Et du coup, depuis qu'il s'est passé ça avec ta maman, depuis qu'elle t'a dit clairement, voilà, t'es né sous X, ciao, comment tu vas? Je pense que je vais bien. Est-ce que ça serait intéressant que je rencontre ma sœur ou que je refasse une tentative avec ma Moser? Pourquoi? Pourquoi pas? Quel est le but? Ah ouais. Est-ce que je vais pas me reprendre une tarte pour la refaire souffrir ou pas? Mais pour répondre factuellement à tes questions, je pense que je vais bien. Je te trouve hyper compréhensif envers elle. Hyper... est-ce que je vais pas la faire souffrir? Est-ce que... Je trouve que tu penses beaucoup à elle. Est-ce qu'elle a autant pensé à toi il y a 48 ans? Il y a 48 ans? Pendant 48 ans? Non, il y a 48 ans. Ça, c'est la question... c'est autre chose. C'est l'énigme. Aujourd'hui, ce qui me suffit, c'est de savoir que j'ai des amis, même s'ils ne me le disent pas tous les jours parce que je n'en ai pas besoin, même me soutiennent, m'acceptent comme je suis. Aujourd'hui, j'accepte, parce que je fais aussi de la photo, tu vois, je suis dans l'image, j'ai accepté que mon handicap que je détestais, et je reviens sur les nénettes, que je détestais que les femmes touchent mes mains, ou qu'elles me disent que je suis beau, parce que je ne savais pas moi-même qui j'étais, quoi. Donc aujourd'hui, je peux m'en amuser, je peux être dans la dérision, qui peut aussi cacher un petit manque de confiance en soi, encore un petit peu. Mais heureusement que je le garde, ce manque de confiance. Parce que si j'étais sûr, j'aurais pas d'amis. On me mettrait des tartes. Ah ben, je serais imbuvable. Demain, je vais photographier un mec qui a envie de chercher sa personnalité. Pourtant, il a 40 ans.
parce que je fais des images très contrastées, très noires, ce côté un peu, je refais un raccourci de yin et yang, de bien et de mal, mon corps physique représente, je dis n'importe quoi, le mal, ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Pour autant, je peux être très lumineux, je peux être très rigolo. Donc c'est ambivalent, quoi. Donc tu auras fait de ton handicap, de ton image, ta force. Parce que chose que toi, tu as réussi encore une fois, mais ton voisin, ton cousin n'aurait peut-être pas forcément réussi autant que toi. Et c'est pour ça que autant l'adoption comme le handicap, qui sont à peu près les mêmes problématiques pour moi, quand on me dit c'est bien, ou tiens un exemple, où je suis fan de toi, ça me met un peu mal à l'aise parce que je te l'ai dit en aparté, c'est la fausse humilité. Je veux pas croire que je peux être un exemple. Et pourtant, j'en suis un. tu... Voilà ce que ma mère m'a dit quand j'étais petit. Quand je venais juste d'arriver en métropole, je suis en classe de CP. La maîtresse me demande de découper un dessin. Voyant que j'ai encore mes pansements des opérations, se propose de découper mon dessin. Elle le fait. À la maison, ma mère m'a dit « Comment ça, tu utilises ton handicap pour avoir des choses ?» Moi, j'ai que 7 ans à l'époque, ou 6-7 ans. Et j'ai vite percuté ce qu'elle voulait dire. Et du coup, je veux... Tu veux pas que... Exactement. Qu'on te voit comme quelqu'un qui est résilient de son handicap? Je ne veux pas qu'on pense que j'utilise mon handicap pour avoir des choses. Qui est aussi blessant quand un jour tes sponsors te disent « On t'a sponsorisé parce que t'es handicapé, tu sais, on voulait pas te faire de la peine. » Et alors du coup, tu me sponsorisais pas pour mon travail. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Mais je suis content d'être arrivé à ce que l'être humain, en tout cas tous les hommes ici dans cette société, de savoir qui ils sont. Est-ce qu'aujourd'hui tu es bien avec toi-même? Si je dois mettre un pourcentage, je dirais 80% dessus. Pour pas dire 100%, parce que c'est pas vrai. Parce que des fois, je me lève le matin où j'aime pas mes mains, où j'aime pas ma gueule, où j'aime pas mon histoire. J'aurais bien voulu être Brad Pitt, mais manque de peau, je suis Philippe Ribière. Et je suis fier d'être Philippe Ribière. Tu peux. Parce qu'aujourd'hui, mon handicap, les femmes peuvent aimer mon handicap. Si tu avais un message à dire pour les jeunes qui ont du mal à s'accepter ou les moins jeunes, qui ont du mal avec soit un handicap, soit un physique atypique, qu'est-ce que tu pourrais leur dire de par ton expérience? Je te sortirai une phrase bateau, c'est de ne pas se préoccuper des uns et des autres. Mais je pourrais dire 2 phrases. Je dirais que la seule différence est d'être différent. Il n'appartient qu'à nous pour vivre ensemble. Si tu devais résumer ta vie en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Mouvementé,